Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et sur les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leur recherche, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et aussi de mansplaining. Aujourd'hui, j'accueille Marianne Sarah-Saunier, anthropologue qui s'est rendue plusieurs fois en Inde pour ses recherches sur les femmes Kalbelia du Rajasthan et qui a étudié la manière dont ces femmes-là, dans un univers qui est souvent hostile pour elles, exercent un métier qui transgresse beaucoup de règles en pratiquant notamment la danse cobra. Donc, bonjour Marianne Sarah, est-ce que tu peux te présenter pour que nos auditeurs te connaissent un petit peu mieux? Oui, bien sûr. Donc, voilà, je m'appelle Marianne Sarah. Moi, à la base, je suis musicienne de formation. J'ai fait tout mon piano classique au conservatoire. Ensuite, j'ai fait un bac en jazz. Puis, j'ai bifurqué plus vers l'ethnomusicologie. J'ai fait ma maîtrise en ethnomusicaux. Maintenant, je suis diplômée d'un doc en anthropologie, vraiment spécialisé sur l'Inde. Et là, je suis en train de terminer un postdoc sur l'impact des changements climatiques et des migrations climatiques sur les violences basées sur le genre. Wow, hey, c'est vraiment un parcours qui est avec plusieurs facettes différentes. C'est vraiment chouette. Oui, c'est vrai. À l'époque où j'étais en musique, moi, j'étais certaine que j'allais faire ma carrière en musique. Je ne pensais pas un jour me retrouver dans le milieu académique comme ça, aussi loin. Là. C'était vraiment pas prévu. Ah, ben c'est cool. Puis, ben d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Puis, moi, j'ai vraiment plongé dans ta thèse de doctorat comme dans un roman. Puis là, tu viens de m'annoncer qu'il va y avoir, en effet, un roman, ben pas un roman, mais un livre. Un livre, oui. Oui, c'est ça, un livre basé sur ta thèse, fait que c'est vraiment super. Puis, c'était vraiment captivant de te lire. Puis aussi de suivre un peu le fil de tes questionnements pendant tes séjours en Inde. Puis c'est vraiment une grande aventure que tu as vécue. Puis j'aimerais ça, si tu veux, que tu nous résumes un petit peu sur quoi ça porte ta thèse, puis comment ça se passe finalement dans l'univers de la danse pour les femmes Kalbelia, puis surtout depuis 1972. Parfait. Ben, d'abord, merci beaucoup pour tes beaux commentaires sur ma thèse. Là. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de savoir que tu l'as vraiment apprécié. Vraiment, tu sais, on fait des thèses dans le but que ça soit lu, puis souvent, c'est pas nécessairement le cas ou tu sais, c'est pas assez accessible. Mais je suis vraiment contente de savoir que tu as aimé ça. Ben, c'est ça, je vais résumer un petit peu mes recherches auprès des Kalbelia. Je pense que ça va répondre un peu aux questions que tu as mentionnées. Donc, en fait, je disais que j'avais fait ma maîtrise en ethnomusicaux. Ça, je dirais que c'est vraiment mon premier... Bon, c'était mon deuxième voyage en Inde, mais c'est vraiment mon premier contact avec les Kalbelia. En fait, moi, musicienne de formation, je m'étais intéressée à la musique indienne par un premier voyage. Et je m'étais intéressée aussi particulièrement à la condition de vie des femmes là-bas, étant féministe, mais aussi à la condition des peuples qui étaient plus marginalisés, qui sont nomades. Et moi, j'avais entendu dire que le Rajasthan, donc vraiment le nord-ouest de l'Inde, à la frontière du Pakistan, était vraiment le berceau de plein de castes de musiciens itinérants. Donc, moi, naïve, durant ma maîtrise en ethnomusicaux, je m'étais dit, mais pour mon terrain de recherche, je vais partir au Rajasthan à la recherche de femmes nomades qui font de la musique. Donc, ce qui était une démarche plutôt singulière, là, peu préparée, je dirais, là, puis naïve aussi un peu. Fait que voilà, j'étais partie, puis à force de rencontrer des gens au début, on me disait souvent que les peuples nomades, itinérants en Inde, il fallait s'en méfier, de m'intéresser plutôt à de la musique savante, de la musique classique indienne. Mais un jour, il y a quelqu'un qui est venu frapper à ma porte et puis qui m'a dit, écoute, si tu veux rencontrer des femmes musiciennes itinérantes ou nomades, ben écoute, à l'entrée de la ville, il y a un autobus qui va passer, puis à l'intérieur, il va y avoir des musiciens parce qu'ils vont faire un concert dans le désert. Fait que si tu veux en rencontrer, c'est ta chance. Donc, j'ai pas hésité, j'ai pris l'autobus, j'ai attendu, je pense, 3 heures parce qu'il est arrivé en retard. Et puis, je suis rentrée dans l'autobus, puis comme de fait, dans le fin fond de l'autobus, il y avait des gens qui jouaient des instruments de musique, qui rigolaient super fort, fait que je suis allée les rejoindre. Je me suis assise à côté d'eux, puis je me suis mis à parler avec une femme qui m'a expliqué qu'elle était danseuse de la communauté Kalbelia. Je ne savais pas jusqu'à là exactement qu'est-ce que ça impliquait, mais à force de parler, on sait comme... Il y a eu un lien vraiment qui s'est créé facilement. Puis elle me dit, écoute, si t'es tout seul, parce que j'étais seule, elle m'a dit, ben, reste avec moi pour la soirée.
tu viendras avec moi dans ma loge. Sa loge, c'était une tente dans le désert. Et ben, tu passeras la soirée avec moi. Tu vas voir un peu comment ça se déroule le spectacle si tu t'intéresses à la musique. Fait que je l'ai suivie et puis finalement, là-bas, j'ai réalisé que elle était une danseuse de la communauté des Kalbélias. Puis les Kalbélias sont des charmeurs de serpents. Puis qu'en fait, moi, j'ai vu des musiciens sur la scène ou qui se préparaient du moins à monter sur scène, qui avaient ce qu'on appelle un pungi. C'est une flûte pour charmer les serpents. Puis là, quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, mais ils sont où les serpents? Puis le joueur de pungi m'a dit, ben, il n'y en a pas de cobras. Les cobras, ce sont les femmes ici. Donc, c'est là que j'ai réalisé que cette danse-là, la femme avec qui j'étais, elle était sur scène pour représenter le serpent qui danse au son de la musique. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment le point de départ de mes recherches, de la thèse que tu as lue. C'est vraiment l'idée qu'il existe une danse qui va venir imiter les cobras à travers l'art de charmer les cobras. La raison pour laquelle c'est des femmes qui le font désormais, c'est parce qu'en Inde, il y a eu une loi dans l'objectif de protéger les animaux sauvages de maltraitance qui s'appelle le Wildlife Protection Act. Ça date justement de 1972. Puis l'idée, c'est ça, de protéger les animaux sauvages de maltraitance. Charmer les cobras est devenu illégal. Mais il y a beaucoup de communautés en Inde qui reposent sur la pratique de charmer les cobras. Donc, c'est de la mendicité. Les gens se promènent avec des serpents de maison en maison et puis en échange d'argent, de biens, de nourriture, ils vont charmer les cobras, faire un spectacle de cobras. Mais ça, c'est rendu illégal. Donc, les Kalbélias, ce qu'ils ont fait pour survivre, c'est qu'ils ont remplacé les cobras par des femmes qui dansent. Mais ce qui est particulier, puis moi, c'est ça qui était vraiment le cœur de mes recherches au doctorat, c'était de voir comment est-ce que cette danse-là, elle transforme le rôle des femmes au sein de cette communauté-là, mais aussi les dynamiques entre les hommes et les femmes. Parce qu'au Rajasthan, c'est une région où on pratique ce qu'on appelle la purda, c'est-à-dire que les femmes sont vraiment recluses à l'espace privé, elles ne sortent pas de la maison, elles n'ont généralement pas le droit d'avoir un emploi, elles sont voilées aussi, donc elles sont vraiment tenues loin de l'espace public. Mais là, avec la danse, bien, ces femmes-là deviennent vraiment pourvoyeuses, elles peuvent danser en public, montrer leur corps, donc je me suis intéressée un peu à cette dualité-là dans leur vie. Parfait. Hey, c'est vraiment, je revis un peu là, ta thèse, fait que je trouve ça full fascinant. Puis, t'expliques aussi là, que depuis l'avènement de la danse, il y a de moins en moins d'hommes qui participent à l'activité économique de leur famille. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui, ben moi, c'est ce qui m'a vraiment... Parce que ça a été vraiment un tournant dans mes recherches quand j'ai réalisé ça. Parce que la première fois que j'ai vécu auprès des Kalbélias, c'était pour ma maîtrise. Puis moi, j'étais restée là à peu près 3 mois en tout. Et je m'étais intéressée plus à la façon dont le corps des femmes personnifie le reptile. Donc, j'étais vraiment plus dans le corps, dans le mouvement, d'un côté plus dense. Et je n'avais pas remarqué vraiment que les hommes ne travaillaient plus. En fait, l'Inde, c'est une société qui est très patriarcale. C'est l'homme qui est pourvoyeur. C'est vraiment comme ça, je dirais, à l'ensemble de l'Inde. C'est vraiment une société patriarcale, patrilinéaire, virilocale. Ce qui fait que, c'est ça, souvent les femmes, comme je disais, surtout parce qu'elles pratiquent la purda, elles sont recluses à la maison. Elles ne sont jamais pourvoyeuses. Souvent, quand elles travaillent, c'est de façon non officielle. Donc, c'est plus pour aider la famille. Mais là, quand je suis retournée pour mon doctorat, donc 3 ans plus tard, j'ai vu que la situation avait changé. En fait, les hommes que j'avais rencontrés la dernière fois, souvent, ils restaient à la maison toute la journée. C'est la femme qui gérait vraiment le portefeuille à la maison. Puis ensuite, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était vraiment devenu un espèce de problème un peu endémique, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté Kalbélia, elle repose à la base sur charmer les cobras, c'est-à-dire la mendicité. Quand on mendie à tous les jours, ce qui est un peu la job des hommes dans ce cas-ci, parce que ta caste est associée à une profession économique, il faut que tu la respectes. Tu peux faire environ 200 roupies, ça c'est comme l'équivalent de 5 $ canadiens environ par jour, ce qui est très peu. Mais les femmes, quand elles dansent, pour un concert, une femme dans une famille, c'est environ 500 roupies par jour. OK. Grosse différence. Donc, là, on parle de 10 $ par jour. Là, c'est énorme comparé à ce qu'on peut faire par jour. Puis ça, c'est quand il y a juste une femme. Donc, si, mettons, ta femme, elle danse avec tes filles, avec tes sœurs, ben à ce moment-là, ça vient multiplier tout cet argent-là. Ce qui fait qu'à force de voir les femmes travailler, ben, les hommes ont réalisé que ça valait pas tellement la peine parce qu'il y a tellement un gros écart entre leur salaire à eux et celui des femmes que plusieurs hommes qui ont décidé tout simplement d'abandonner.
Mais ça vient avec un contre-coup. Oui, les femmes deviennent vraiment les pourvoyeuses de leur communauté, ce qui se voit pratiquement jamais, mais jamais dans une région comme le Rajasthan. Mais en échange, il y a des côtés plus négatifs, comme on remarque par exemple chez les hommes qui ne travaillent plus, puis il y en a plusieurs qui se sentent complètement désœuvrés. Tu sais. Leur but, souvent, c'était d'être pourvoyeur, d'être charmeur de cobra. Maintenant, ils n'ont plus rien de ça. Il y en a beaucoup qui se sont tournés vers l'alcool puis qui ont des gros problèmes d'alcool. Ça vient avec des problèmes de violence aussi. Donc, tu sais, il y a un contrepoids à ça. Oui, mais c'est un peu comme ma prochaine question. Dans le fond, est-ce que le milieu de la danse, est-ce que ça permet une liberté qui est totale aux femmes artistes ou est-ce que ça présente certaines limites? Puis, est-ce que, à certains égards, c'est encore une sphère qui est comme dominée par les hommes, finalement? Ben, je dirais qu'au bout du compte, c'est des sphères qui sont dominées par les hommes parce que c'est eux qui sont à la tête des instances de pouvoir un petit peu dans tous les domaines, autant dans le milieu artistique que dans le milieu culturel, dans le milieu social, donc le milieu économique. Au bout du compte, c'est souvent les hommes qui ont le dernier mot. C'est eux qui vont engager des femmes. Donc, nécessairement, il y a des rapports de pouvoir. Et puis, généralement, au bout du compte, ce rapport-là de pouvoir, sans que ce soit nécessairement les maris dans la famille ou le lien entre l'épouse et son époux, sans que ce soit nécessairement là au sein de la maisonnée, ben, le rapport de pouvoir homme-femme, il est souvent à un niveau plus haut. Mais ça, je vais y revenir. Maintenant, pour ce qui est comme d'une liberté totale, ben, c'est sûr que moi, quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit, ah mon Dieu, c'est extraordinaire, ces femmes-là, vraiment, là, dans un gros empowerment, qui dansent, qui sont pourvoyeuses. Mais j'ai vu que c'était beaucoup plus complexe que ça. Ça dépend vraiment des femmes, ça dépend de leur situation, ça dépend aussi beaucoup de leur niveau de témérité, parce que ces femmes-là, elles dansent pour faire vivre leur famille. Et on est un format familial où c'est rarement les épouses qui ont le pouvoir. Généralement, les épouses sont au bas de l'échelle familiale. Donc, dans l'échelle familiale, là, qui prennent des décisions, tu as en haut le grand-père, je dirais, ensuite la grand-mère, ensuite ton mari, ensuite les femmes, les sœurs de ton mari qui sont là, et toi. Donc, toi qui es l'épouse. Ce qui fait que tu es vraiment complètement en bas. Ce qui fait que tu as beau danser, souvent, ce n'est pas toi qui vas gérer l'argent que tu vas gagner. Ce qui fait que, oui, ça donne une certaine agentivité, une certaine liberté de pouvoir te promener en public, de pouvoir danser, même montrer ton corps, lui qui est toujours voilé constamment, de t'exprimer aussi avec des gens, rencontrer des gens. Mais ça a sa limite. Si, par exemple, tu danses avec des gens de ta belle famille, mais c'est sûr que tu vas avoir tendance à moins t'exprimer, à moins faire de faux pas. Si tu es la seule de ta famille qui danse, puis tu peux danser avec tes amis qui sont des voisines, à ce moment-là, il y a plus de femmes qui vont avoir la possibilité de s'affirmer et de s'exprimer en public. Maintenant, pour ce qui est de la gestion de l'argent, ben, ça dépend vraiment de la famille. Parce que c'est pas tout. Souvent, dans les notions d'empowerment, les descriptions qu'on a eues à travers le temps, c'était une vision qui était très néolibérale, c'est-à-dire que c'est vraiment combien tu gagnes. Si une femme gagne de l'argent, bien déjà, elle a un certain empowerment. On réalise que d'un point de vue intersectionnel, en fonction de la femme elle-même, c'est pas vrai. Ça dépend de toutes sortes de choses. Exemple, OK, elle gagne peut-être de l'argent, mais elle gagne combien? Est-ce qu'elle peut l'utiliser? Est-ce qu'elle peut en garder une partie pour elle? Est-ce qu'elle peut l'économiser? Est-ce qu'elle peut choisir comment est-ce que cet argent-là va être dépensé? Donc, est-ce qu'elle peut aussi négocier ses conditions de travail? Parce que souvent, ça peut devenir du travail forcé, de l'exploitation. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui varient d'une femme à l'autre en fonction de sa famille, en fonction de son mari, s'il va accepter ou non qu'elle ait une certaine agentivité là-dessus. Mais je dirais que ça varie beaucoup d'une femme à l'autre. Oui, puis je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était bien illustré aussi dans ta thèse, à quel point cette situation-là semblait varier là, d'une femme à l'autre. Puis aussi, tu expliques à un certain moment que la pratique de la danse cobra, elle est parfois associée au travail du sexe. Puis est-ce que c'est une chose qui est fondée, selon toi, ou c'est simplement la sensualité de la danse ou le pouvoir des femmes sur leur corps qui fait penser ça? Ben, c'est une bonne question que tu poses parce qu'effectivement, dans un milieu qui peut être très strict, comme mettons dans une société où on pratique la purda, ben, les femmes, c'est rare qu'on va voir leur corps. Quand elles se promènent dehors, elles sont toujours accompagnées d'un chaperon qui est toujours un homme de leur famille. Elles n'ont pas le droit souvent de s'exprimer en public quand il y a d'autres hommes aux alentours qu'elles ne connaissent pas, ce qui fait que ben, on peut s'imaginer que danser en public dans une robe qui dévoile les formes du corps, ça peut être associé vraiment à la sexualité, mais de façon négative. Donc, oui, à ce niveau-là, c'est associé, même si ce n'est pas une danse qui est très lascive. Là, je ne sais pas si on va avoir la chance de mettre peut-être des petits extraits, mais ce n'est pas une danse qui est sensuelle nécessairement, même s'il y en a quand même une certaine
une certaine touche, là, mais à la base, c'est pas sensuel, c'est pas une danse qui est faite pour charmer, mais plus pour impressionner, parce que c'est impressionnant au niveau du corps. Mais je dirais que là où, oui, il y a un lien avec la sexualité, c'est quand on revient au rapport de pouvoir que je parlais tantôt. Ce qui arrive souvent, c'est que les femmes, elles n'ont pas le choix de danser parce que leur mari ne travaille plus, il n'y a plus personne dans la maison qui travaille, tout repose sur elles. Donc, si elle ne danse pas, si elle ne trouve pas des concerts, des contrats pour danser, bien, il n'y a personne qui mange dans la maison, puis sa famille va être dans le trouble. Ce qui fait qu'elle n'a pas le choix d'aller vers des agents pour trouver des concerts. C'est là que vient le rapport de pouvoir qui est négatif parce qu'il y a certains agents, certains musiciens qui vont profiter du besoin des femmes, puis il va dire, ben écoute, si tu veux que je te fasse danser dans mon concert ou auprès de mes musiciens, en échange, tu vas m'offrir des faveurs sexuelles. Donc, il y a ce rapport-là qui peut se créer. Mais même pire que ça, ce qu'on voit parfois, c'est, puis ça a été vraiment documenté, moi, quand j'étais sur le terrain, c'était l'idée que tu avais des familles qui savaient très bien que pour avoir tel concert qui était très payant, il fallait que la femme se prostitue, offre des faveurs sexuelles, puis ils acceptaient que la belle-fille fasse des faveurs sexuelles comme ça pour avoir en échange de l'argent. Ça, c'est carrément de la prostitution forcée là, qui était causée par la danse. OK. Puis aussi, là, tu dis qu'en matière des droits des femmes, l'Inde, elle est grosso modo divisée en deux modèles. Là, je résume vraiment grossièrement là, ce que tu as Non, c'est dit. vrai. Et c'est ça, il y a vraiment le nord et le sud. Puis est-ce que tu peux nous résumer un peu quels sont ces modèles finalement? Oui, exactement. Ben, c'est sûr que c'est pas des modèles qui sont parfaits, là, dans le sens que, tu sais, on a tendance, la littérature scientifique sur le sujet, sur le féminisme indien, a tendance à séparer ça en deux modèles, donc le modèle du Nord, le modèle du Sud, en effet. Le modèle du Nord, on l'appelle plus le modèle brahmanique, je vais l'expliquer tantôt, puis le modèle du Sud, c'est plus le modèle dravidien. Donc, l'idée, c'est par exemple, au Rajasthan, c'est le modèle du Nord, puis c'est basé sur des idéaux brahmanes. Donc, nécessairement, c'est beaucoup plus strict, c'est surtout strict pour les femmes. En fait, les brahmanes, l'idée, c'est d'être le plus pur possible pour avoir accès à la réincarnation. Et pour être pur, il faut s'éloigner, là, je dirais, de tous les vices. Donc, on ne mange pas de viande, on ne prend pas d'alcool, mais ça comprend aussi la façon dont tu gères les femmes à la maison. Donc, le corps des femmes, leur agentivité est vraiment gérée à travers ce système-là. Et pour donner un exemple, par exemple, ça implique généralement la purda. Donc, comme je disais, on voit les femmes sont à la maison, elles ne peuvent pas travailler. Ça implique souvent aussi des mariages qu'on appelle exogames. Donc, ça vient s'inscrire dans le système de parenté. Juste pour donner un exemple, là, les mariages exogames, ça implique que tu ne peux pas marier quelqu'un de ta propre caste. Ça veut dire que si il faut que tu maries quelqu'un d'une autre caste, mais généralement, pour ce faire, il faut que tu déménages à des dizaines, voire même parfois des centaines de kilomètres de ton village d'origine. Et c'est une société qui est virilocale. Ça veut dire que c'est toujours la femme qui va pour se marier, qui va déménager dans la famille de son mari. Ça veut dire que quand elle déménage, elle perd complètement son réseau social. Donc, elle est loin de sa famille, elle est loin de ses amis. Puis là, elle déménage dans sa belle famille. Elle devient comme accueillie par sa nouvelle famille, qui est comme son village d'acceptation, le village de son mari. C'est une des raisons pour lesquelles aussi elle devient vraiment là, la belle-fille, elle est vraiment au bas de l'échelle parce qu'elle est vraiment loin de son propre réseau, puis elle est très loin de sa propre famille. Elle est vraiment accueillie au sein d'une nouvelle famille, mais elle part vraiment en bas de l'échelle familiale. Donc, c'est caractérisé par la purda, par le mariage exogame, mais aussi finalement par la dot. En Inde, il existe deux grands systèmes de prestations matrimoniales quand on se marie. C'est la dot et ce qu'on appelle le prix de la mariée. Donc, le prix de la mariée, c'est ce qu'on retrouve surtout dans l'Inde du Sud, dans le modèle du Sud. Et je vais les décrire un petit peu pour voir un peu qu'est-ce que ça implique. Dans les deux cas, c'est négatif parce que ça associe la femme à un montant d'argent. Ça monétarise les femmes, mais il y en a un qui est plus associé à des violences que d'autres. Donc, généralement, dans les familles les plus pauvres ou dans le modèle du Sud, ce qu'on va retrouver, c'est le prix de la mariée. C'est-à-dire que lorsqu'un homme et une femme, leur mariage est arrangé et est scellé, le prix de la mariée, c'est-à-dire qu'on va donner un montant, la famille du mari va donner un montant à la famille de la fille pour la marier. Donc, un peu pour compenser le fait qu'elle quitte son foyer parce que dans les familles qui sont très pauvres, les femmes représentent une main-d'œuvre. C'est souvent, tu ne peux pas te permettre d'avoir des femmes à la maison qui ne travaillent pas, que ce soit juste les hommes qui travaillent, ce qui fait que les femmes mettent la main à la pâte, puis quand elles se marient,
parce qu'on est dans un système qui est exogame, c'est-à-dire que les femmes doivent quitter leur propre maison pour déménager, bien là, sa famille à elle, perd une main-d'œuvre importante, perd quelqu'un qui travaille. Donc, pour compenser la perte de cette main-d'œuvre-là, la famille du mari donne de l'argent. Fait que ça, c'est le prix de la mariée. L'inverse, c'est la dot. Donc là, à ce moment-là, c'est que quand tu veux marier ta fille, c'est sa famille à elle qui va donner de l'argent au futur époux pour qu'il accepte la fille. Et ça se fait souvent et surtout dans les communautés où on pratique la pourda, parce que là, la nouvelle fille qui va arriver, la femme qui va arriver dans la famille de son mari, elle arrive un petit peu comme une bouche à nourrir qui ne peut rien faire d'autre parce qu'elle pratique la pourda puis elle ne peut pas travailler. Donc, elle reste à la maison puis elle peut pas mettre la main à la pâte à l'économie familiale. Donc, elle devient un petit peu comme un fardeau économique. Donc, pour compenser ce fardeau-là, on va demander une dot. Mais la dot, ça vient souvent avec des débordements, c'est-à-dire qu'on peut demander beaucoup trop d'argent ou toutes sortes de biens complètement fous pour accepter une fille à la maison. Puis lorsque cet argent-là n'est pas payé, bien, ça peut amener différents crimes, dont des meurtres qui sont associés aux dots. Donc ça, ce sont des 3 facteurs qui viennent vulnérabiliser les femmes, qui sont associés au modèle du Nord, puis qui est associé aux femmes Kalbelia. Parfait. Puis aussi, tu as parlé là, dans ta thèse. Dans ta thèse. Dans ma tête et dans ma thèse. C'est d'abord passé dans ta tête, ensuite. Oui, c'est ça. Dans ta thèse. Tu parles d'un mythe qui persiste vraiment là, dans ton champ de recherche, selon lequel les femmes qui appartiennent aux castes plus pauvres auraient plus de pouvoir parce qu'elles sont nomades ou parce qu'elles travaillent à l'extérieur. On y a un petit peu répondu tantôt, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, ben en fait, c'est que c'est associé au fait qu'à travers des différentes recherches qui ont été faites sur le terrain par des anthropologues, par des sociologues, on avait tendance à croire que parce qu'il y avait le prix de la mariée, souvent chez les communautés qui sont très pauvres, comme chez les nomades, on ne peut pas se permettre de donner la dot et de ne pas faire travailler les femmes. Ben parce qu'il y avait le prix de la mariée, souvent on ne pratique pas la pourda, mais les femmes ont tendance à avoir plus d'agentivité. Aussi parce que, tu sais, quand tu es très pauvre, tu n'as pas le choix de faire travailler tout le monde à la maison. Ça implique aussi souvent que les enfants travaillent, par exemple. Bien, ça fait qu'il y a plus de possibilités que les femmes prennent des décisions pour elles-mêmes, mais pour leurs enfants aussi, pour le mari aussi parfois. Puis que autant le mari que la femme travaillent chacun de leur côté à mendier, par exemple, puis qu'ils reviennent. Donc, on avait tendance à y voir là la possibilité pour beaucoup de femmes d'avoir plus d'agentivité comparée aux femmes de caste plus haute. Mais on se rend compte avec le temps que c'est pas tellement vrai, notamment parce que, ben, je parlais du prix de la mariée, mais le prix de la mariée, au bout du compte, on monétarise quand même la main-d'œuvre des femmes. Puis ce qu'il faut s'imaginer, c'est que si la famille d'un mari décide qu'il paye un gros montant d'argent pour acheter une femme, bien, je peux vous dire qu'il va essayer de la faire travailler à la hauteur de ce montant d'argent-là. Il va vouloir rentrer un peu dans son argent, ce qui fait que parfois, il y a des cas où il y a des femmes qui sont carrément exploitées, deviennent quasiment esclaves de leur belle famille parce que, justement, elle a coûté cher puis ils vont un petit peu abuser de ce rapport-là avec elle. Donc, déjà, on voit qu'avec le prix de la mariée, c'est pas vraiment mieux que la dot. En fait, ça l'est pas pantoute. Et puis, un autre point, c'est que oui, effectivement, les communautés les plus pauvres n'ont pas tendance à pratiquer la pourda. Mais ce n'est pas toujours vrai parce qu'on a vu avec les Kalbelia, même avant que les femmes commencent à danser, elles pratiquaient déjà la pourda. Puis une des raisons, c'est qu'on observe à grandeur de l'Inde un mouvement, c'est-à-dire que tous les gens qui vivent dans ce qu'on appelle le modèle du Sud quant à le système de parenté des femmes, tant qu'à leurs conditions de vie, est en train de disparaître au profil du modèle du Nord. Puis ça s'explique entre autres par exemple, la montée de la classe moyenne, des gens qui deviennent un petit peu plus riches, mais qui veulent améliorer un peu leur place dans l'échelle des castes. Donc, pour essayer d'améliorer leur caste, leur statut, ils vont essayer d'imiter un peu le modèle brahman, donc le modèle des plus hautes castes. Donc, il y a des communautés qui vont agir comme des brahmanes, même s'ils n'ont aucune raison, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre de ne pas avoir de femmes à la maison, de payer des dots. Mais ils vont agir comme ça pour essayer d'améliorer leurs conditions sociales. Parfait. Puis aussi, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ta thèse, c'est que vu que chez les jeunes danseuses, ce sont elles qui ramènent l'argent à la maison, elles ont comme un certain pouvoir parfois là, de négocier certains trucs.
ou d'avoir certains pouvoirs, là, finalement, comme je pense un téléphone cellulaire. Puis il y a même certaines familles où une seule danseuse, dans le fond, est la pourvoyeuse, tandis que, comme tu l'as décrit, il n'y a personne d'autre qui travaille. Mm-hmm. Est-ce que tu sais si, en dehors de cette communauté-là, je pense que tu en as parlé un petit peu, les hommes qui ne travaillent pas sont un peu comme mal perçus ou dévirilisés? Puis est-ce que cette absence du marché de l'emploi a eu un impact sur la construction des masculinités? C'est une bonne question. Ce qui est particulier, en fait, je vais revenir un petit peu à ma méthodologie, c'est qu'en anthropologie, pour ceux qui ne savent pas, la plupart du temps, les terrains sont basés sur ce qu'on appelle de l'observation participante. C'est-à-dire que tu t'en vas là-bas, près de la communauté, puis tu crées des liens, puis tu essaies de rester là le plus longtemps possible pour essayer de te fondre un peu avec le quotidien des gens. Puis tes données, c'est le quotidien. Puis c'est le lien que tu crées avec les femmes qui vont faire partie de ta recherche, puis qui vont te dire des données que tu n'aurais pas nécessairement juste avec des entrevues avec une personne une fois de temps en temps. C'est vraiment le lien de proximité puis les observations au quotidien qui font ça. Ça fait que tout ce que tu as nommé, c'est des choses que moi, j'ai observées au quotidien en étant là presque 1 an, en fait, en tout, 2 ans environ. Donc, par exemple, pour ce qui est de, effectivement, il y avait comme 2 aspects dans ta question. La première, c'était le fait que des fois, il y a comme juste une enfant qui travaille pour faire vivre toute sa famille. Comme je disais, c'est tellement payant que des fois, c'est assez pour faire vivre toute une famille. La raison pour laquelle tu peux avoir juste des fois, c'est pas tous les cas, généralement, tu essaies de faire travailler toutes les femmes de ta famille. Mais par exemple, dans le cas d'un couple qui ont 3 enfants, là-dedans, il y a 2 gars, une fille. Si la mère est rendue quand même assez vieille, elle n'est plus capable de danser, bien, au bout du compte, dans les 3 enfants, il y en a juste une qui va danser, ça va être la jeune fille. Fait qu'elle, elle va faire vivre toute sa famille. Ça implique qu'à tous les soirs, elle va aller danser. Elle part, mettons, vers 5 heures du soir, elle revient vers minuit, 1 heure du matin. Ça, c'est à tous les soirs. Ça, c'est sans compter toutes les tâches ménagères qu'elle doit faire à la maison, aider à la maison. Ce qui fait que les parents, la famille, elle voit bien que cette fille-là, elle tient à bout de bras toute sa famille. Donc, généralement, on va essayer d'y donner un petit lousse. On va dire, regarde, tant qu'on est capable de manger, tant qu'on est bien, le reste de l'argent, tu peux le garder. Tu sais, aie du fun. Il y en a beaucoup là-dedans qui tombent en amour avec des musiciens avec qui elle travaille. Fait que, puis ça, c'est su, là, comme je le dis, raconte dans ma thèse, presque 90% des filles que j'ai rencontrées, autant filles que femmes, elles avaient un chum, puis le chum, c'était un musicien avec lequel elles dansaient. C'était connu. Il y en a même qui étaient tombées enceintes, 2 autres, puis que l'enfant était accepté par la famille après, donc même auprès de leur vrai mari. Là. Donc, c'est très, très, très commun. Ce qui fait que ça, c'est un bel exemple d'agentivité, de liberté que les femmes peuvent avoir, vivre des vraies relations d'amour comparé à leur mariage arrangé. Mais c'est ça, il y a bien des familles qui doivent donner du lousse et dire, écoute, fais ce que tu veux, fais juste t'arranger pour que ça apparaisse pas trop, puis tant que tu continues à travailler, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis la raison, souvent, c'est parce que les gens, si la fille, elle travaille pas, ça veut dire que les parents doivent aller mendier, puis ça leur tente pas. Parce que mendier, c'est vraiment une job qui est difficile. Ce qui fait qu'ils vont comme avoir une espèce de deal comme ça. Je te donne du lousse, en échange, tu travailles, puis j'ai pas besoin de retourner travailler. Généralement, c'est aussi le même deal que les femmes ont avec leur mari. Parce que leur mari, tu sais, oui, il ne travaille plus, mais il y en a bien qui sont contents aussi de plus travailler parce que c'est plate mendier, tu sais. Fait que c'est une façon un peu d'acheter la paix. Regarde, fais ce que tu veux. Je vais fermer les yeux sur ton chum, sur le fait que tu prennes de l'alcool de temps en temps. En échange, continue à me payer le toit, puis je ne vais rien dire, tu sais. Puis je n'aurai pas besoin de travailler. Mais ça m'amène au deuxième point que tu as mentionné dans ta question, c'était le fait que, oui, il y a une espèce de crise de la masculinité parce que là, on est dans une communauté qui est extrêmement patriarcale, où c'est vraiment l'homme pourvoyeur qui est vraiment valorisé. Absolument, ce n'est pas les femmes qui travaillent, même si c'est mal vu de faire travailler ta femme. C'est vu comme si c'était vraiment un paresseux ou quelqu'un qui ne respecte pas les femmes, même si tu les fais travailler. Parfois, c'est même vu comme ça. Fait que là, on est dans une société qui prône ça, encourageant, avec des hommes qui sont un peu désœuvrés parce que c'était des charmeurs de cobras, mais là, maintenant, il n'y a plus de cobras à charmer. Ils doivent se retourner vers un autre mode de subsistance. Puis pour l'instant, le seul autre qu'ils ont, c'est être mendiant. Mais c'est très peu valorisé, de un, parce que tu gagnes presque rien comparé à ta femme, ce qui fait que tu as l'impression que tu ne participes pas vraiment à l'économie de ta famille, de ton foyer. Donc, il y en a beaucoup qui abandonnent. En abandonnant, il y en a beaucoup qui ont un sentiment d'échec. C'est quelque chose que j'ai ressenti sur le terrain, je dirais, au début. Mais c'est juste qu'à force d'être sur le terrain, je me sentais de plus en plus mal à l'aise d'être toujours avec les femmes, puis ensuite de revenir vers les hommes, ce qui fait que,
il faudrait qu'un autre anthropologue aille faire un terrain auprès des hommes Calbélia. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est énormément de détresse, par contre, parce que les hommes que j'ai rencontrés, non seulement ils ne travaillaient plus, ils n'avaient plus vraiment d'options pour faire un autre job, mais la plupart, s'il y avait un problème endémique d'alcool, là, qui buvaient énormément, puis ils étaient reconnus, les hommes Calbélia, pour être des alcooliques, des hommes qui boivent tout le temps, qui peuvent être violents, justement parce qu'ils sont clairement en perte de repère. Ils semblent avoir un gros déséquilibre entre ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils font en ce moment. OK. Puis aussi, tu as expliqué que la meilleure période pour les femmes là, que tu as interviewées, généralement, là, ce qu'elles disaient, c'est que c'était vraiment une fois qu'elles étaient mariées, mais juste avant de déménager dans leur famille. Puis est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour quelles raisons? Oui. Pour ça, il faut retourner un petit peu au profil général d'une femme Calbélia. Donc, généralement, pour une femme qui danse, en tout cas, qui va danser de son enfance jusqu'à sa vie de femme mariée et après, ben, généralement, quand elle est petite, elle s'amuse avec sa famille. Les filles n'ont généralement pas la chance d'aller à l'école parce qu'elles vont danser très rapidement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fille, dès l'âge de 12 ans, elle peut ramasser autant d'argent que sa mère, par exemple. C'est-à-dire qu'elle peut danser au même titre qu'un adulte, elle peut faire les mêmes concerts. Généralement, ce qui arrive, c'est que vers l'âge de 6 ans, la mère, elle l'amène avec elle dans des concerts pour qu'elle voit un peu c'est quoi la danse. Elle va même l'amener sur scène sans être payée, mais juste pour qu'elle se pratique à danser en public parce que c'est gênant. Donc, elle va essayer de s'approprier un peu la danse. Puis là, vers l'âge de 10, 12 ans, là, ils vont devenir pourvoyeuses à temps plein. Donc, si jamais elle allait à l'école, elle va arrêter. Puis là, à ce moment-là, à chaque soir, elle va faire des concerts puis elle va ramener de l'argent. Rappelle-moi ta question. C'est quoi encore? Oui, moi-même, on dirait que j'écoute ce que tu dis, puis Oui, c'est ça que je suis partie sur un truc, juste le thème de ta question. que le meilleur moment de leur Ah oui, OK, oui. C'est bon. C'est ça. Ce qui fait que, c'est ça, vers l'âge de comme 10, 12 ans, elle commence à travailler à temps plein. Et puis, généralement, en Inde, les mariages, ben, en fait, sont toujours arrangés ou pratiquement toujours, mais ils sont arrangés durant l'enfance, souvent. En tout cas, chez les Calbélias, c'est comme ça, durant l'enfance, l'adolescence. Il y a une cérémonie de mariage qui va se faire souvent rapidement. Puis, généralement, on va marier plein de filles en même temps. Mettons que, je sais pas, tu as 4 filles à la maison, ben, tu vas marier les 4 en même temps parce que ça coûte cher des noces. Souvent, c'est la famille de la fille qui doit payer les noces. Ce qui fait que si tu peux t'éviter plusieurs mariages, tu le fais. Fait que tu maries toutes tes filles en même temps. C'est très commun. Mais une fois que tu es marié, peut-être tu peux avoir 12 ans et être marié. Là. Mais ça ne veut pas dire que tu vas consommer ton mariage. Tu ne déménages pas dans la famille de ton mari. Tu vas rester chez vous jusqu'à 18 ans minimalement, mais tu es marié. Fait que t'es promise, ta cérémonie est faite. C'est seulement quand tu vas avoir l'âge de faire des enfants, par exemple, que là, tu vas déménager officiellement dans ta belle famille. Mais entre le mariage et le déménagement, ça, c'est une espèce de période où les enfants, les jeunes filles, souvent qu'elles sont adolescentes quand même assez vieilles, profitent vraiment de la vie et aiment beaucoup parce que quand tu es jeune, comme tu es une femme, tu es sous la tutelle de ton père. Une fois que tu es marié, tu es sous la tutelle de ton mari. Puis une fois que ton mari n'est plus là, tu deviens sous la tutelle de tes frères. Ce qui fait que la femme est toujours sous la tutelle de quelqu'un. Avant qu'elle soit mariée, elle était sous la tutelle de son père. Mais une fois qu'elle est mariée, elle est plutôt sous la tutelle de sa belle famille et de son mari, sauf qu'elle ne vit pas avec son mari. Ce qui fait que souvent, ben, sa famille à elle, quand elle va danser auprès d'eux, qu'elle va encore vivre auprès d'eux, ils vont la laisser un peu faire un petit peu plus ce qu'elle veut. Ils vont lui donner un break, parce qu'ils vont se dire, de toute façon, quand elle va déménager, sa vie va être beaucoup plus stricte. Elle va faire la pourda, elle va travailler pour sa belle famille. Donc, souvent, il voit cette période-là comme une bonne possibilité de lui donner beaucoup de liberté parce qu'elle va perdre cette liberté-là du moment qu'elle va déménager. Donc, du moment qu'elle est mariée, elle a comme un peu le statut de femme, mais elle peut prendre plus de décisions sur sa vie. C'est là que tu vois bien des filles qui vont avoir des chums, qui vont s'exprimer, ils vont porter le linge qu'elles veulent, elles vont danser, elles vont vraiment plus profiter de la vie parce qu'elles savent qu'après ça, ben, la situation va être différente en fonction de leur belle famille. Oui, puis je trouvais ça vraiment comme beau à voir justement comme un peu la joie puis l'excitation qui ressortait de certains témoignages. Ça semblait vraiment être comme une période de découverte identitaire. Fait que, ouais, exactement. Ouais. J'ai bien aimé ce passage-là. Puis si tu veux, on va passer au deuxième volet de questions qui sont plus comme d'ordre méthodologique. Parfait. Au début, là, dans ta thèse, tu fais un bilan des études qui ont été réalisées sur la communauté.
que tu as Mhm. étudiées, puis tu t'aperçois qu'il n'y a aucune d'entre elles qui a été analysée vraiment comme par la lunette du genre. Ouais. Puis est-ce que c'est commun dans le monde de l'anthropologie? Je dirais, ça a été commun pendant longtemps. Pendant longtemps, c'était des recherches faites par les hommes, sur des hommes. Puis, tu sais, souvent, la lunette du genre n'était pas utilisée ou les recherches sur les femmes n'étaient pas mises de l'avant. Entre autres parce que, par exemple, tu es un homme, anthropologue, tu fais un terrain. Bien, ceux qui vont venir à toi, souvent, ça va être des hommes. Par exemple, en Inde, les femmes pratiquent la purdah. Pour avoir accès au domaine des femmes, il faut souvent que tu sois une femme. Pour pouvoir avoir accès à la sphère privée, à la sphère des femmes. C'est souvent pas un homme qui va y avoir accès. Puis souvent, ces femmes-là n'ont pas le droit de s'exprimer en public, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire des recherches sur d'autres sujets que les femmes, ce qui fait que pendant très longtemps, la réalité des femmes elle a été complètement invisibilisée en anthropologie pour des raisons comme ça. De un, parce que les hommes chercheurs ont vraiment pas accès à la sphère des femmes de façon générale parce qu'ils sont reclus à la sphère privée, mais aussi parce que c'est mal vu pour une femme de ces communautés-là de venir s'exprimer avec un homme. Dépendamment des communautés, c'est comme, là je parle pour l'Inde, mais c'est un consensus qu'on retrouve dans différentes autres recherches. Puis, l'autre raison, c'est que justement, pour avoir accès à la sphère des femmes, ben, généralement, il faut des femmes chercheuses. Puis ça, ben, c'est arrivé beaucoup plus tardivement. Les anthropologues, c'était surtout des hommes. Oui, c'est pas mal la même chose en histoire. Ben oui, bien entendu. C'est sûr et certain, l'histoire des femmes invisibilisée pendant tellement longtemps, absolument. C'est la même chose. Ouais. Ouais. C'est la raison d'être de ce podcast, entre autres. Ah ouais, exact. Aussi, là, quand on s'est parlé avant de faire l'enregistrement, tu m'as dit que tu aimerais particulièrement discuter de ton métier qui est parfois dangereux pour les femmes. Donc, quelles sont les difficultés d'être une femme anthropologue? Oui, ben en fait, je dirais que des difficultés associées au danger, mais aussi des difficultés qui sont, je dirais, sociales, d'ordre social. Comme par exemple, en anthropologie, c'est encore un peu la vieille, ça dépend des universités, mais c'est encore souvent la vieille école, c'est-à-dire qu'on va vraiment privilégier les très longs terrains, comme j'ai fait. Puis c'est pas pour rien aussi, c'est parce que vraiment l'observation participante, ça permet de vraiment avoir accès au quotidien, créer des liens de confiance, toutes des choses qui sont super importantes en anthropologie. Mais non, souvent le problème, c'est que faire des longs terrains, c'est pas donné à tous. Puis on le sait que de façon générale, par exemple, en Amérique du Nord, au Québec, c'est les femmes qui ont souvent la charge mentale à la maison de s'occuper des enfants, par exemple, ce qui fait que faire des longs terrains comme ça, ben, c'est pas toutes les femmes qui peuvent se le permettre en fonction de leur obligation parentale. Donc déjà, on a un frein à ce niveau-là. Mais je dirais aussi, c'est pas juste les longs terrains qui sont valorisés en Inde, souvent c'est des terrains qui sont périlleux. Et il y a une grosse littérature là-dessus sur le fait que les femmes en recherche, surtout en anthropologie, elles s'exposent à beaucoup plus de dangers que les hommes pour leur sécurité physique, sexuelle, justement parce que des terrains difficiles impliquent souvent généralement de la violence envers les femmes. Là-bas, sur le terrain, comme en Inde, je veux dire, la sécurité des femmes est vraiment mise à mal une fois que le soleil est couché, là. Donc, c'est vraiment reconnu. L'Inde fait partie des 5 pays les plus dangereux pour les femmes dans le monde. Mais c'est la même chose aussi pour les chercheuses qui y vont. Donc, il y a une grande valorisation des longs terrains puis des terrains difficiles en anthropologie, mais ça, ce sont des obstacles pour les chercheuses anthropologues. Puis, je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que ça t'arrive qu'il y a des hommes qui t'expliquent des choses que tu sais déjà dans ton domaine d'études? Ah, mais oui, mais bien sûr. En fait, j'ai un bel exemple que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, où j'étais dans une séance d'information, une sorte de réseautage avec d'autres chercheurs, dont un chercheur anthropologue. Et puis, je racontais mon sujet, j'expliquais mon sujet, puis là, il m'a expliqué. Il m'a repris en me disant, oui, mais les castes sont abolies en Inde. Puis là, j'ai dit, ben non, ils ne sont pas abolis. Je veux dire, ma thèse est basée, entre autres, sur ça, sur ce. Ils ne sont pas abolis les castes. Puis là, il m'a signé, t'es comme, non, non, je suis pas mal sûre. J'ai quand même un doctorat comme indianiste. Là, mais lui, il se basait là-dessus pour dire ça parce qu'il avait déjà fait un voyage en Inde avec sa blonde à un moment donné. Pendant son voyage de 2 semaines, il était devenu indianiste. Donc, il pouvait me mansplainer le système de caste indien, moi qui avais un doc là-dessus. Donc, oui, ça arrive en masse. Une anecdote parlante, je trouve. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est arrivé il n'y a pas bien longtemps. Donc, Ah, ben c'est parfait. ouais. C'est le genre d'anecdote-là que je recherchais.
Ouais. Selon toi, est-ce qu'on peut être à la fois féministe et chercheur universitaire? Oui, absolument. Je pense que oui, parce que je suis extrêmement féministe. Mais je pense par contre qu'il y a des pièges à ne pas éviter. Puis ça, j'en parle dans ma thèse, comme par exemple les recherches, avoir une lunette intersectionnelle quand tu fais des recherches. Moi, je suis allée à fond là-dedans, mais de plus en plus dans le milieu académique, puis ça, c'est une des critiques. Sur Mobile, j'en parle entre autres du blanchiment de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que ça devient une espèce de passage obligé pour que ça fasse beau là, dans le milieu intellectuel. Tu dis que tu fais une recherche intersectionnelle, puis là, tu peux te laver les mains, puis dire que bon, tu corresponds aux standards féministes en recherche. Bien, ça, c'est un problème parce que ça fait comme si on se donnait une espèce de vertu féministe de façade, alors que pour moi, je crois que oui, l'intersectionnalité, c'est obligatoire quand on fait des recherches, surtout quand moi, femme blanche, on va faire des recherches en Inde auprès d'autres femmes. Il me faut une recherche intersectionnelle, puis il faut que ça soit fait de façon digne pour ces femmes-là. Et puis pour moi, pour respecter ça, puis c'est là où pour moi, c'est possible d'être chercheuse et féministe, c'est vraiment d'avoir une méthodologie qui va venir respecter les conditions de recherche qui sont imposées et suggérées par des chercheuses indiennes. Donc, moi, dans mon cas, c'était vraiment d'y aller avec une parole complète des femmes Calbelia. Comme tu sais, clairement, la façon dont tu parles, tu as clairement lu ma thèse, puis tu as vu, tu sais, comme mes chapitres commencent par un récit de vie, où je donne vraiment 100% la parole. J'étais allée chercher des méthodologies en recherche-action où j'étais vraiment dans la collaboration avec les femmes, où elles-mêmes analysaient elles-mêmes les données de mes recherches pour qu'elles puissent s'assurer que les résultats correspondent vraiment à ce qu'elles voulaient dire. Il y a beaucoup de citations, des longues citations qui ne sont pas tronquées. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner une parole complète et puis de leur laisser analyser elles-mêmes les propos en collaboration pour vraiment leur donner le pouvoir sur mes recherches, de partager du moins le plus possible mon pouvoir analytique. Donc, en faisant ça, je pense vraiment que c'est possible d'être chercheuse et féministe. Mais je te remercie beaucoup, Marianne, Sarah. C'était vraiment une conversation fascinante. Merci d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Ben merci beaucoup pour l'invitation, puis merci vraiment d'avoir ainsi, mon Dieu, lu ma thèse. Ça paraît que ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me faisait vraiment plaisir de venir t'en parler. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le et abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube, Instagram ou suivez-moi sur Facebook.